Fierro a remporté la Shiseido Tahiti Pro. La surfeuse de Huahine a marqué l'histoire en décrochant la première victoire polynésienne à Te Aupo. Nous reviendrons sur le parcours sans faute qu'elle a réalisé sur toutes les planches. Violence, maltraitance et négligence seront dans le viseur de l'UAPED, l'unité d'accueil des enfants en danger. Cet établissement devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines à Pirée. Il sera le premier du genre dans les Outre-mer. 9 tonnes de professions de foi et de bulletins de vote vont être répartis entre les 48 communes du Fénois pour les élections européennes. La mise sous pli a eu lieu ce matin à Aroué. Nous y avons assisté. Madame, Monsieur, Yaorana, on ouvre ce journal par cette victoire historique, celle de Wahine Fierro à la Shiseido Tahiti Pro 2024. C'est la première victoire de sa carrière et également la première fois qu'une Polynésienne remporte cette compétition. Retour sur ses performances exceptionnelles avec Mike Leral et Désiré Taivao. J'ai mal partout, j'ai eu les plus belles vagues de ma vie comme les plus belles bouffes de ma vie. J'ai fait le lagon plusieurs fois, donc il y avait des grosses vagues, beaucoup d'énergie et donc voilà, c'était intense mais voilà, magique. Wahine Fierro marque l'histoire du surf polynésien par une victoire avec la manière. Les quarts de finale ne semblent qu'une formalité pour elle. 4 vagues à plus de 7 points en une seule série. Elle bat largement l'Australienne Molly Picklum, 15 points à 3. Sa demi-finale contre Tatiana Weston-Webb est bien plus accrochée. La Brésilienne prend 7 vagues et score même un 10 pour un total de 16-0-7. À 1 minute de la fin de la série, Wahine semble battue. C'est alors qu'elle score un superbe 9,63 pour décrocher une finale de rêve contre la costaricienne Brisa Hennessy et pour l'emporter avec plus de 3 points d'avance. Te Aupo est une vague magique et incroyable. La communauté qui vit ici aussi est incroyable. C'était un honneur de pouvoir surfer contre Wahine. C'est une redoutable compétitrice. En finale, les vagues étaient géniales et nous avons pu toutes les deux surfer des tubes. Et puis quand en finale, il y avait un peu moins d'énergie, du coup j'étais contente parce que j'étais vraiment KO complet. Mais bon voilà, j'ai fait les bonnes décisions, les bonnes vagues, les bonnes planches et c'était les bons choix aujourd'hui. Toujours modeste, Wahine Fierro ne prend pas encore la mesure de son exploit. Mais en gagnant la Tahiti Pro, elle a prouvé 2 choses. Elle mérite une place dans le WCT et les meilleures surfeuses mondiales devront se méfier d'elle aux Jeux Olympiques dans son jardin de Te Aupo. Et l'exploit de Wahine Fierro n'est pas la seule performance tahitienne du jour. Le vainqueur des trials, Mihimana Brai, a frappé un grand coup à la mi-journée en écartant lui aussi le numéro 1 mondial, Griffin Colapinto. Une victoire qui s'est dessinée en toute fin de série avec 2 vagues notées plus de 7. Il a atteint un total de 15,10 à quelques dixièmes de l'américain. Mihimana Brai poursuivra donc son parcours en 16e de finale demain. On écoute le surfeur au micro de Mike Leral. C'est dur d'établir une stratégie parce qu'en fait, tu as les vagues en haut et tu as les vagues en bas. Mais voilà, j'ai réussi à m'adapter dans le moment présent, quoi, hein, c'est cool. Et voilà, c'est magnifique, j'ai un très bon feeling, le mana il est là. Wahine vient de gagner la compétition, c'est incroyable pour le surf polynésien. Et voilà, je viens de passer ma série, on va essayer d'aller jusqu'au bout aussi et faire la même chose. Au volet social, une nouvelle unité pour prendre en charge les mineurs victimes de violences va prochainement ouvrir ses portes au Fénois. Un parcours de prise en charge adapté y sera proposé. L'objectif est d'éviter un deuxième traumatisme pour l'enfant. Nous avons poussé les portes de cette unité avant son ouverture. Regardez. Des professionnels de la santé, du social et de la justice réunis dans une même unité, c'est le principe de l'UAPED, l'unité d'accueil des enfants victimes de violences. La première unité des Outre-mer va bientôt ouvrir ses portes en Polynésie. Si l'enfant nous est adressé par voie judiciaire ou par voie des forces de l'ordre, il va dans un premier temps avoir une audition en salle protégée avec un enregistrement de cette audition. Dans un second temps, le médecin ou est la psychologue ou est l'éducatrice spécialisée va pouvoir le prendre en charge, l'interroger, l'interviewer sur ses difficultés, sur les événements qu'il a vécus. L'ensemble de ces pièces seront joints au dossier qui vont aller soit chez le procureur, soit aux forces de la police.
Au-delà de constituer un dossier, le but de l'UAPED est de ne pas réactiver le psychotraumatisme de l'enfant. On sait qu'il y a le premier traumatisme de la violence, bien sûr, mais après, il y a parfois toute la partie judiciaire qui peut être retraumatisante. Ça peut être compliqué pour l'enfant de devoir aller à plusieurs endroits, répéter son histoire. Donc là, l'idée, c'est qu'on soit tous regroupés au même endroit. Il vient une fois, il voit les professionnels qu'il a besoin de voir et après il rentre chez lui. On a déjà fait le gros du travail en une fois. En plus des forces de l'ordre, de la justice et du médical, l'unité tisse des partenariats avec la DSFE et différentes associations déjà existantes qui viennent en aide aux enfants victimes de violences. Donc on essaye de faire tout un maillage avec tout cet ensemble de partenaires-là. Donc on en a déjà rencontré beaucoup, non pas pour venir remplacer ou faire à la place d'eux, mais vraiment pour travailler la main dans la main avec eux. J'étais assez surprise de l'engouement des différents partenaires qui effectivement nous disaient on attendait ça, il y a un véritable besoin. Pas encore officiellement ouverte, l'UAPED a déjà des perspectives de développement. Basée sur Tahiti, elle a vocation à être active dans les îles et proposer des formations aux professionnels qui peuvent se retrouver face à des situations de violence infantile. Une structure experte, c'est toujours important parce que, en tant que professionnel de santé, donc moi-même médecin et d'autres confrères, c'est vrai qu'on est souvent malheureusement confrontés à la violence dans nos consultations et on est parfois vraiment démunis par ces situations, des situations familiales, sociales difficiles, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. 40 millions de francs sont nécessaires pour faire tourner la structure. Une convention va bientôt être signée par plusieurs partenaires. Pour l'instant, seul le pays n'a pas donné suite aux sollicitations de l'unité. Et vous pouvez retrouver un article détaillé à ce sujet sur notre site TNTV News. On ouvre à présent notre page consacrée aux élections européennes. La mise sous pli qui vous permet de recevoir les bulletins et professions de foi dans votre boîte postale ou boîte aux lettres s'est déroulée ce mercredi à Aroué. Avec 38 listes déposées pour cette élection, 220 personnes ont été nécessaires pour trier et répartir la propagande électorale entre les 48 communes du Fénois. Laure Philibert a assisté à cette opération. Regardez. Elle occupe la quasi-intégralité du gymnase de Aroué et déborde même à l'extérieur. La propagande électorale pour les élections européennes est en cours de tri. 220 prestataires réalisent les enveloppes qui seront distribuées à chacun des 211 977 électeurs du Fénois. C'est 9 tonnes de matériel électoral entre la propagande et les bulletins de vote qui vont être acheminés soit par voie routière principalement, puisque le gros des électeurs ils sont sur l'île de Tahiti, soit ensuite par fret avion et bateau. On a aussi une fracture numérique, notamment dans nos archipels où on n'a pas forcément autant accès à Internet qu'on le souhaiterait, avec des gens qui ne sont pas forcément aussi familiers que ça des outils. Il faut que chacun puisse faire entendre sa voix le 8 juin. Pour beaucoup de prestataires, cette expérience est une première. Je suis passée directement par le CFI et après le Ossaria nous a convoqués. C'est des nouvelles têtes que j'apprends et ça m'apprend à avoir d'autres copines aussi. Ces opérations de mise sous pli se déroulent sur 3 jours. Coût total, 75 millions de francs, presque intégralement injectés dans l'économie locale. La plupart des impressions se font sur Tahiti. 3 îles se feront livrer leur propagande électorale par largage grâce au concours de l'armée, Rieretue, Tematangi et Rapa. Dans l'enveloppe, il y aura 24 documents parce que toutes les listes n'ont pas envoyé leur propagande. Mais effectivement, ça fait beaucoup de volume. Les enveloppes qui vont être reçues par les électeurs seront assez épaisses. C'est beaucoup d'argent. En même temps, ça fait travailler des personnes au CEFI. On paye les pêcheurs qui font le transfert. Et de toute façon, la démocratie n'a pas de prix. C'est-à-dire n'importe quel citoyen, même le plus éloigné du territoire français, a le droit d'avoir accès aux mêmes droits que les autres. Attention, si vous souhaitez voter pour l'une des 25 listes qui n'a pas acheminé sa profession de foi et son bulletin, il faudra venir avec votre propre matériel le jour du vote. Il faut absolument imprimer le bulletin au format A4 tel qu'il est sur le site du Haut-Commissariat. Les Polynésiens bloqués en Nouvelle-Calédonie peuvent faire leur procuration sur Internet jusqu'au jour du scrutin. En 2019, le taux de participation était d'à peine 22,2%. L'État espère arriver à une mobilisation au moins équivalente le 8 juin prochain.
Politique, toujours avec le premier bilan du programme de résorption des épaves et navires abandonnés dans nos lagons. Ce matin, le ministre des Grands Travaux en charge des transports maritimes était accompagné des représentants du port autonome et de la DEPAM pour une présentation des chiffres. En un an, 14 épaves ont été retirées pour un montant de près de 120 millions de francs. Ces actions vont se poursuivre puisque 49 autres épaves font l'objet de procédures précontentieuses ou contentieuses au tribunal administratif. Mais comment éviter la multiplication des épaves? Nous écoutons à ce propos le ministre en charge du dossier. Jordi Chan est au micro d'Athéna Milcam. La cause du problème, c'est le manque d'organisation et de gestion de nos lagons. Donc ce que nous avons fait et ce que nous allons continuer à faire pour permettre de résoudre ce problème, c'est de mettre en place des zones de mouillage déjà pour obliger les plaisanciers à mouiller dans ces zones pendant une certaine durée de temps. Et également mettre en service le téléservice escale qui obligera donc d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, les plaisanciers à réserver leur emplacement à quai ou au mouillage avant d'entrer dans le territoire polynésien. Direction Paris maintenant et plus précisément l'Assemblée nationale où les auditions de la commission d'enquête sur la politique française d'expérimentation nucléaire en Polynésie viennent de commencer. C'est notre députée Myriana Redarbelo qui en est rapporteure. Nous faisons le point sur le début de ces travaux avec nos correspondants Julien Sartre et Nathalie Tissot. C'est un travail qui ne fait que débuter. Il est parti en premier lieu de la question de l'indemnisation des victimes. La commission d'enquête, elle est là parce que des gens sont victimes d'essais nucléaires, en tout cas font l'objet de cancers en nombre supérieur. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a déjà auditionné plusieurs spécialistes et s'intéresse aux travaux scientifiques déjà produits sur la question. Certains font polémique. Je pense que les problèmes des conséquences des essais concernent une faible population. Et c'est pour ça que ça ne se voit pas quand on regarde globalement les chiffres, ça concerne une faible population, mais qu'en revanche, il faudrait pouvoir indemniser plus qu'elle est pour l'instant. Voilà. L'INSERM a prévu de lancer une étude sur les effets transgénérationnels des essais nucléaires. Ce sera l'un des points abordés par la commission d'enquête. Le chantier est immense. Il y a beaucoup de blancs sur les pages de ce pan de l'histoire de France et de la Polynésie française. Donc on espère pouvoir insuffler des démarches qui puissent remplir les blancs. Après des auditions à Paris tout le mois de juin, la commission d'enquête se rendra en Océanie au début du mois de juillet et doit rendre son rapport au plus tard au mois d'octobre. On termine cette édition aux îles sous le vent, à Rayatea, où le 3e carrefour giratoire de l'île va être construit. Il devrait permettre de fluidifier la circulation et sécuriser la zone devenue dangereuse. Explication de Jessica Doucet. Ce carrefour est devenu au fil du temps un calvaire pour les automobilistes et les passants. Commerces, cités scolaires et zones résidentielles, il dessert un secteur très fréquenté. Aux heures de pointe, c'est une autre histoire. Il faut dire qu'à Rayatea, comme partout en Polynésie, le nombre de véhicules en circulation a augmenté. C'est un point sensible. Ce carrefour a toujours été à poser des problèmes de circulation, notamment pour ceux qui sortent de chez Somac. Il y a 2 stops. Il y a le premier stop qui est carrément en deçà de la route et en plus il faudra que tu t'avances encore pour pouvoir passer. C'est un réel problème à ce moment-là et il y a eu plusieurs accrochages à cet endroit. Avec la grande ligne droite qu'on a, c'est marqué 40 km/h, mais des fois on vient à 100 km/h. Réputé dangereux, ce carrefour est devenu une priorité pour la municipalité, d'où l'idée d'un rond-point. Effectivement, on est dessus depuis 4 ans à peu près, depuis notre arrivée. Le budget a été validé et même c'était une demande des riverains et en même temps des commerces des alentours. Selon un communiqué de la direction de l'équipement, ce giratoire sera constitué de 4 branches et disposera d'un îlot central franchissable. D'un rayon extérieur de 13 mètres, il sera centré sur l'axe de la voie principale et disposera de trottoirs en bordure de chaussée au niveau des branches et de passages piétons. Le projet comprend également des travaux d'assainissement car Tahina est une zone inondable par temps de pluie. L'assainissement et l'écoulement des eaux, là, c'est un caniveau d'1 mètre de diamètre et là, prochainement, ce sera un caniveau de 2 mètres de diamètre qui sera installé.
Le chantier est sur le point de démarrer. Coût global de l'opération, 82,4 millions de francs pris en charge par le pays. La livraison de l'ouvrage est prévue pour octobre cette année. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous voyez vos émissions de 0 à 100 km/h, puis bien dans son faré, les conseils de Noémie. À 19h30, ne manquez pas les plus belles images de la saga Wahine 2023 dans un documentaire. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve demain à 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.